Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise. Aujourd'hui, on a eu la chance d'être avec un papa. Nous avons promis d'être là hier, mais malheureusement, hier, il y a beaucoup de devoirs qui nous ont tirés à gauche et à droite. Nous n'avons pas pu le faire, mais du moins, aujourd'hui, nous sommes là. Voilà, avant de commencer, nous allons dire bonjour, papa. Bonjour, monsieur le président, et bienvenue chez moi. Merci beaucoup, papa. Nous sommes très heureux parce que aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va englober beaucoup d'autres petits sujets, si je dois le dire comme ça, excusez-moi la tautologie. Papa Camille, c'est vrai que la dernière fois, nous étions ensemble après un deuil, où vous étiez présenté et tout ça, mais il y a les gens qui vous connaissent peut-être, qui vous ont vu. Vous savez, la santé des États-Unis, des fois, c'est différent de celle du Congo. Hein. Et puis, les gens, il semblerait que les gens rajeunissent ici. Pour ceux qui vous ont oublié, est-ce que vous pouvez rappeler qui vous êtes? Merci, président. Je dis bonjour à ceux qui nous suivent et bonsoir, comme vous dites, à l'heure où ils vont nous suivre. Nous présentons nos excuses pour le rendez-vous manqué d'hier, mais comme le président l'a dit, il a des obligations qui dépassent parfois la communauté. Donc, merci d'être là avec nous aujourd'hui. En fait, ma présentation, mon nom, comme on dit ici, c'est first and last name, c'est Mbo. Prénom Camille. J'ai été au Congo médecin, c'est comme ça que beaucoup de gens qui me connaissent là-bas, dans les milieux où on a évolué, m'appellent Docteur Mbo, le nom qui est couramment utilisé. Mais ici, on est en famille, on est, comme le président l'a dit, Papa Camille, ça m'arrange. Voilà, Papa Camille, Docteur Mbo, Papa Camille, c'est vrai que tous les jours que nous venons, ou bien les 2 fois que nous sommes partis, ça c'est la 3e fois que nous passons avec vous en direct, nous n'avons pas eu le temps de demander votre parcours en tant que médecin, votre parcours en tant que quelqu'un qui est lié au service médical. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous donner cette occasion de savoir? Papa Camille a été un docteur parachuté, il a suivi un cursus normal, il a fait combien de temps dans le métier? Est-ce qu'il continue à exercer? Ok, prenons seulement la partie de mes études universitaires. Mes études universitaires, j'ai fait la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Et j'ai été diplômé en 1984, le 31 juillet 1984, donc ça fait 41 ans aujourd'hui. Wow. J'ai pratiqué la médecine générale et dans une grande compagnie du Congo, je ne vais pas citer les noms ici, pendant au moins 30 ans. Et de là, je suis venu ici aux États-Unis. Ici aux États-Unis, comme les lois, le pays a des régulations, je ne pratique pas la médecine. Mais je suis allé faire des études à l'université de Normal, qu'on appelle Illinois State University, pour avoir un certificat en microbiologie. Et c'est dans ce domaine de laboratoire que j'évolue aujourd'hui. Voilà, Papa Camille dans le domaine médical, 41 ans. Il y en a qui n'étaient même pas nés, il y en a qui n'étaient même pas dans le projet de naître. Même les parents ne savaient même pas qu'un jour ils existeront. Mais Papa Camille était déjà docteur. Papa, aujourd'hui nous sommes venus parce que il y a des questions. Il y a des questions. Il y a les gens qui croient que quand on devient grand, il y a plus de maladies que quand on est jeune. Il y a des gens qui croient que quand on devient grand, surtout les hommes, on travaille beaucoup ici aux États-Unis. Il faut chercher des criques, je vais dire comme ça. Il faut chercher. Ça commence bien. Ah, voilà.
Voilà, il y a des gens aussi qui croient que il faudrait peut-être aller chercher la médecine traditionnelle parce que ça soigne vite que la médecine moderne. Voilà, en fait, c'est ça qui nous a aujourd'hui amené. Et je sais que ceux qui nous suivent, je vais déjà dire bonjour à vous, mon frère Nelson ML, ça fait longtemps. Fier de toi, félicitations pour ton nouveau diplôme. J'ai vu, tu avais posté. Il a dit, c'est le docteur Florent Mbo qui Kumbi. Non, ça c'est le docteur Camille Mbo. Papa, mon frère Nelson, c'est le docteur Camille Mbo qui est avec nous ici. Ceux qui étaient à Mama Yemo et aussi ceux qui ont travaillé à l'ONATRA, si moi je dois citer. C'était l'ONATRA. Voilà. Parce qu'il ne voulait pas les citer. Moi, j'ai vu quand quelqu'un dit je ne veux pas citer, c'est ONATRA toujours qu'on ne veut pas citer. Non, c'est une question de politesse et puis ne pas peut-être faire une publicité inutile. Voilà, nous avons fait la publicité de l'ONATRA. Vous avez notre papa ici avec nous, c'est un privilège. C'est vrai qu'ils étudient, mais nous, ici, on aura la connaissance gratuitement. Papa, est-ce qu'il y a des maladies qui viennent avec l'âge ou toute maladie peut attraper n'importe qui? Il y a des maladies qui sont liées effectivement à l'âge. Nous avons des maladies, en commençant à l'enfance, qu'on appelle les maladies pédiatriques. Il y a des maladies qui ne concernent que les enfants et des enfants, il y a des catégories nouveau-nés et ainsi de suite. Et puis il y a les maladies de l'adolescence, et puis il y a les maladies pour les adultes. Et quand on vieillit, on dépasse les 70 ans, il y a des maladies de la vieillesse, qu'on appelle à l'opposé de la pédiatrie, de la gériatrie. Donc les gens qui s'occupent de ces cas-là, ce sont des gériatres, ils s'occupent de maladies qu'on a liées donc à l'âge et au vieillissement. Et dans la partie de vieillissement, ici aux États-Unis où on fait beaucoup de recherches et de travaux, il y a des maladies qui sont liées à ce qu'ils appellent le normal aging, c'est-à-dire que quelqu'un qui vieillit normalement, à cause de son âge, il vieillit, il n'a pas d'autres maladies en fait. Et il y a des maladies qui sont fréquentes chez les personnes âgées et les vieux, genre maladie d'Alzheimer. Yeah. Donc, ils font cette différence, pas un peu, mais ils font cette différence. Parce que normalement, on peut vieillir normalement sans être malade. Bon. Mais il y a des gens, quand ils vieillissent, il y a ces maladies qui s'ajoutent. Et il y en a d'autres. Par exemple, on a commencé avec dès l'âge, peut-être quand on est dans la fleur de l'âge, des maladies genre hypertension artérielle. Donc, tu vis avec. Alors, quand tu vas vieillir, ça va encore rester toujours chez vous. Ou si vous attrapez un cancer trop jeune, bon, si vous vieillissez avec. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, il y a des maladies qui sont liées effectivement à l'âge et à la vieillesse. Ça, on ne peut pas faire autrement. Voilà, maladie liée à la jeunesse qu'on ne peut pas faire autrement. Ce qui m'a tiré un peu l'attention ici, c'est le cancer. Nous allons commencer par parler du cancer. Le cancer, est-ce que ça n'attrape que les grandes personnes? Est-ce que ça n'attrape que la jeunesse? Ou ça peut aussi attraper les enfants? Non, le cancer attrape tout le monde. Il y a des cancers qui sont spécifiques aux enfants. Il y a des cancers qui sont spécifiques aux femmes, il y a des cancers qui sont spécifiques aux hommes, et il y a des cancers qu'on attrape quand on devient vieux. Ça n'épargne personne en fait, ça n'épargne personne. Toutes les catégories peuvent faire le cancer, mais les médecins savent que si on a ce type de cancer, il y a beaucoup plus de chances que ce soit un enfant, un bébé, ou il y a des personnes qui... Ce genre de cancer, ça doit être une personne... prenons un exemple concret. Chez l'homme, au-delà de la cinquantaine, il y a des troubles qu'on appelle liés à l'organe qu'on appelle prostate. Beaucoup de gens le savent. La prostate
chez l'homme, en grandissant, en vieillissant, au-delà de la cinquantaine, ça commence à prendre du volume. Quand ça prend du volume, ce n'est pas nécessairement un cancer. Mais ça va vous poser des troubles, notamment au niveau des urines. Et il y en a qui, à partir de ce processus, ça se transforme en cancer. Ou parfois, ça ne commence que directement comme un cancer chez l'homme. Mais alors, ça, on ne voit ça que chez l'homme. On ne peut pas voir ça chez la femme. Ou on ne va pas voir ça chez un petit enfant. Bien que j'ai lu il y a 2 jours qu'en France, qu'il y a de plus en plus, on observe qu'il y a des hommes jeunes, même moins de 50, qui commencent à faire aussi un début de la maladie de la prostate. Ou même des cancers de la prostate. Ben, ça, c'est parce que chez eux, comme ici aux États-Unis, le cancer de la prostate chez l'homme, c'est un cancer qui est suivi par la santé publique. C'est-à-dire qu'il y a une périodicité où vous devez faire des examens à chaque année pour qu'on voit si ça va ou ça ne va pas, ou comme ça on peut vous dépister avant que la maladie ne s'aggrave. À l'inverse, chez la femme, il y a des cancers qu'on suit aussi dans ce sens, comme le cancer du sein et le cancer de l'utérus. L'utérus, c'est ce qu'on appelle couramment matrice, qui porte là où ça porte le bébé quand il est en grossesse. Donc ça, ce sont des cancers qu'on suit ici, notamment aux États-Unis, de façon systématique par la santé publique. Il y a un autre cancer que j'ai oublié, c'est le cancer du côlon, donc le grand intestin. Ça aussi, c'est un cancer qu'on suit régulièrement. Donc, nous qui sommes ici aux États-Unis, si vous avez un contrat de travail qui vous permet d'avoir le bénéfice des assurances, il ne faut pas vous soustraire, profitez de ça pour bénéficier de ces contrôles réguliers, quoi. C'est ça qui permet, comme vous avez dit au début ici, que les gens se rajeunissent aux États-Unis. Mais en fait, c'est parce qu'il y a tout un environnement des services de santé qui nous permet d'être suivis et d'éviter que ce genre de maladies n'apparaissent. Nous, chez nous au pays, souvent quand ça apparaît, c'est trop tard, parce qu'on ne se fait pas dépister à temps. Mais ici, on dépiste ça à temps, et en ce moment-là, on peut vous soigner et que vous ne tombez pas victime de cette maladie et vous vous sentirez jeune. Sans compter qu'on a la facilité de l'alimentation, de dormir, de se déplacer, parce que c'est le vieillissement ou les autres conditions dépendent aussi de l'environnement dans lequel on évolue. Le vieillissement, ça dépend aussi de l'environnement, ainsi de suite. Papa, vous avez parlé d'un truc là qui m'a fait tout de suite poser la question. Là, je vais d'abord commencer par les cancers parce que ce sont des maladies que nous comprenons très mal. Nous comprenons très mal comment les cancers, ça nous attrape, ça se développe comment. Est-ce qu'un cancer peut être soigné ou quand vous avez des cancers, ça s'arrête là, ça continue? Parce que vous avez parlé de la femme, vous avez parlé des cancers des seins, cancer d'utérus. Est-ce que il y a des femmes qui reçoivent des piqûres? Il y a des femmes qui reçoivent des trucs qu'on met dans leur partie intime, je dois dire comme ça, pour prévenir des grossesses. Pour le birth control, comme on dit en anglais. La planification familiale. La planification familiale. Mais il y a beaucoup de femmes qui se plaignent que quand on leur met une piqûre, il semblerait que c'est une piqûre d'autant d'années, 3 ans, 5 ans, ça s'arrête. Il y a des femmes qui se plaignent que après cette piqûre, elles développent de troubles dans ce qu'elles voient mensuellement. Et puis elles prennent de poids. Est-ce que ces instruments-là qu'on met dans le corps de la femme, ça peut amener au cancer ou bien ça n'a rien à voir avec le cancer? Les études jusqu'à présent ont montré qu'il n'y a pas une corrélation entre ces préventions-là de la grossesse qu'on fait et le cancer. À quelques rares exceptions, ça serait peut-être une prédisposition personnelle, mais il n'y a pas en fait... mais aujourd'hui, le problème, c'est que
ce sont des médicaments, ces méthodes contraceptives, des pilules hormonales qu'on donne, des implants là qu'on met, ce sont des hormones, des impulus. Comme tout médicament, ça peut faire des effets secondaires si ça dure trop longtemps ou quoi. C'est comme ça, il faut, pendant qu'on est sous ce contrôle-là, de voir régulièrement son gynéco à tout moment. À tout moment, de voir son gynéco pour voir et prévenir les effets secondaires probables qui peuvent arriver. Mais c'est pas général, parce que si c'était en grande partie, on allait déjà supprimer certains. Dans cette liste-là, par exemple, ici aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le FDA, Food and Drug Administration. C'est l'organe qui est chargé de contrôler tout ce que nous mangeons et médicaments, s'ils sont conformes ou pas à la santé. Donc, dès qu'ils font des suivis, ils trouvent qu'il y a un problème, ils vont suspendre l'utilisation de ce genre de produits. Ça n'arrive pas qu'ici, c'est partout, même en Afrique et tout, donc c'est un problème. Mais normalement, ce sont des idées reçues. On croit que non, en voulant faire cette méthode, on peut prendre du poids. Ça, ce sont des méthodes, quand on prend des pilules extrogéniques de contraception, ça peut arriver à ce genre des effets secondaires et tout, mais alors il faut vite voir le gynéco, comme j'ai dit, pour qu'on change, parce qu'il n'y a pas qu'une seule méthode. Il y a plusieurs méthodes. Alors on choisit là où on se sent, la personne est confortable, là où ça évolue, et ainsi de suite. Alors, là, ça me donne un peu, parce que vous avez soulevé, on parlait du cancer avant d'entrer dans le truc pour la prévention. Vous aviez parlé vous voulez savoir si le cancer, on peut le prévenir, si on peut le soigner et tout ça. Aujourd'hui, les études sont suffisamment avancées. Pour certains types de cancers, il y a même des vaccins qu'on donne, notamment chez la femme. Ok. Le cancer au niveau de son col, de l'utérus, comme on appelle ça. Il y a même des vaccins qu'on donne pour prévenir ce genre de cancer, parce que les études ont beaucoup évolué. Le cancer, pour l'attraper, en gros, on vous dit les causes sont inconnues. On ne sait pas. Mais au XXIe siècle aujourd'hui, et même déjà depuis les siècles passés, on sait qu'il y a certains cancers qui ont des facteurs qui induisent, qui provoquent le cancer. Par exemple, en Europe et ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'arsenic. Il y a eu des constructions à l'époque qui utilisaient l'arsenic pour faire les plafonds et tout ça bien et tout. Mais maintenant, ça s'est avéré que ce produit-là, non, pas l'arsenic, l'amiante, je confonds un peu, excusez-moi, l'amiante. Et on s'est rendu compte que ça provoquait des cancers et aujourd'hui, on a mis fin à ce genre d'utilisation de ce genre de produits. Il y a certains cancers qui sont, la plupart ne sont pas justifiés, mais il y en a aujourd'hui qui deviennent, on suspecte une certaine proportion d'hérédité. Par exemple, chez les hommes, j'ai parlé tout à l'heure du cancer de la prostate. Certains chercheurs disent aujourd'hui qu'il y a on pense qu'il y a une prédisposition à faire le cancer de la prostate si son papa en avait eu. Donc ce sont des gens qui sont à ce qu'on appelle à risque. Donc il faut alors surveiller ces gens de personnes. Mais alors il faut que vous le sachiez que mon papa en avait. C'est ça aussi le problème. Mais néanmoins, ceux qui le savent, si vous le savez, vous êtes une personne à risque. Vous ne dites pas que vous allez le faire normalement. Mais vous êtes à risque. C'est la même chose, par exemple, chez les diabétiques. Si un des parents est diabétique ou est diabétique, tous les enfants sont à risque. Donc, ce sont des choses qu'il faut savoir. Mais dans la plupart des cas, les cancers, il n'y a pas de cause comme telle. Mais il y a des facteurs favorisants ou des facteurs qu'on peut trouver selon ça, qui peut avoir. Alors, c'est à ce moment-là que
le dépistage, comme j'ai dit qu'il y a des cancers qui sont surveillés par la santé publique ici, c'est-à-dire que c'est l'État qui impose l'obligation de surveiller ce type de cancer chez l'homme et chez la femme. Donc on fait des suivis périodiques de radiologie, de clichés de radio, par exemple, en ce qui concerne le cancer du côlon, des clichés adaptés, de façon à ce que si on dépiste, on détecte que vous êtes, par exemple, au premier degré, que ce soit au niveau de la prostate ou même du cancer du sein ou de l'utérus chez la femme, quand c'est au tout début, au stade, par exemple, 1, c'est là où maintenant on entre un peu dans ce qu'on appelle le traitement général, enfin, en général. Donc, on peut facilement, parce que quand c'est au tout début, le cancer est localisé, là où il a commencé. C'est quand il est vers la fin, au stade qu'on appelle peut-être 3 ou 4, le dernier stade, que le cancer commence à envoyer ces effets négatifs ou ces cellules métastatiques partout. Et puis, là où il va se coloniser, il développe un autre cancer là. Le cancer était par exemple au poumon. Parlons de poumon, il y a le facteur très favorisant que nous connaissons, c'est la cigarette ou ceux qui fument. Ou même ceux qui ne fument pas mais qui sont tout le temps à côté des fumeurs. Ce sont des fumeurs passifs qui sont d'ailleurs les plus dangereux parce qu'ils ne prennent pas conscience qu'ils fument. Donc, le cancer va commencer au poumon, mais il va commencer à t'envoyer des sémages au niveau des os, au niveau du rein, au niveau de je sais pas où, partout, parfois même au cerveau. Donc, quand il y a ce suivi-là, ce genre de prévention qu'on suit, dès que ça commence, on peut, par exemple, si c'est un cancer qui est accessible, on peut, par exemple, vous suggérer de subir la chirurgie. C'est-à-dire que les médecins vont contrôler s'il n'y a pas déjà de dispersion ailleurs. On trouve qu'il est vraiment, le cancer est encore localisé. Quand il est localisé, eh bien, on peut aller l'enlever. Et à ce moment-là, le problème est fini. Et on pourra, après des suivis, 1 ou 2 années, on peut vous déclarer guéri du cancer. Parce qu'on a utilisé la chirurgie. Il y en a d'autres. Ils n'ont pas, au tout début, on n'a pas besoin de chirurgie, on a besoin de médicaments. Des médicaments anticancéreux. Et on vous les donne et en même temps, on vous suit et on va voir comment c'est arrivé. Et aujourd'hui, il y a même un nouveau traitement qu'on donne notamment aussi aux États-Unis, c'est des traitements hormonaux. Les hormones, on le donne, mais c'est plus efficace de toutes les façons quand tout est pris au début. Quand c'est pris au début, vraiment ça c'est assez efficace. Oui, papa, je vais d'abord lire les commentaires qui passent. Papa Blaise Malola, qui nous suit depuis Atlanta, il a dit au stage 1, le cancer est traitable. Papa Jacques Love Nad, bonsoir mes papas, bonsoir à vous. Maman Mifi Bintou de Papa Jafar, nous vous disons merci d'être connectés. Merci, vous nous suivez depuis Nomo. Papa Junior Kitoko, vous êtes aussi dans le domaine médical. Je crois que nous vous aurons prochainement pour les labos. Merci beaucoup. Voilà. Maman Sarah Bilonda, de Papa André Congolo. Vous nous suivez depuis Columbus. Nous vous disons infiniment merci. Maman Sarah, que Dieu vous bénisse. Voilà. Papa, je m'excuse, je devais lire les commentaires. Non, c'est bien. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui suivent, notamment celui qui nous a dit là qu'au premier stade, il est traitable. C'est ça, il a parfaitement raison et c'est ce qu'on nous souhaitons, que les gens puissent se faire suivre préventivement, régulièrement pour permettre justement cette prise en charge qui peut être soit chirurgicale, si c'est possible à atteindre, ou aussi une autre forme de traitement qui va être la troisième. On a parlé de la chirurgie, on est arrivé aux médicaments, on a parlé des hormones qui font partie des médicaments. Il y a la forme qu'on appelle la radiation ou la radiothérapie. Les gens connaissent plus sous cette forme de radiothérapie. Alors, dans la radiothérapie, souvent, les médecins, les spécialistes
souhaitent souvent, quand on est peut-être au stade de 2 ou 3, avant que la situation ne devienne vraiment grave, quelqu'un qui a subi par exemple une chirurgie, on dit bon, ok, on complète la chirurgie avec la radiation. La radiation a l'avantage de bombarder tous les sites qui sont un peu éparpillés selon même ce qu'on n'a pas pu localiser. Donc c'est ça l'avantage de la radiation. Mais souvent, si ça commence au 4e ou au dernier stade, les effets ne sont plus tout à fait bénéfiques. Donc tout ça, il faut retenir une chose, la précocité dans la prise en charge. Et ici, comme nous avions dit au début, ceux qui ont un contrat full-time avec assurance, non pas assurance vie, assurance santé, qui profitent pour se faire tout le temps suivre, ne pas avoir peur de dire non, si je vais consulter, il y a le co-payment, il y a les parties, non, allez-y, on paiera toujours petit à petit pourvu qu'on soit en bonne santé. Donc il y a cette façon-là de traitement qu'on appelle de cancer. Donc on a brossé rapidement en général. Mais aujourd'hui, on ne meurt plus, notamment ici aux États-Unis, on ne meurt plus de cancer comme si c'était avant. Même si le cancer reste la deuxième cause de mortalité ici aux États-Unis. En tête, il y a les maladies cardiovasculaires, et puis il y a les cancers, et en troisième position, il y a le stroke, donc l'AVC. Qui sont des causes, si vous regardez dans la littérature ici aux États-Unis. Et puis vous trouverez plus loin les cancers pas plus loin, mais dans les top 10, vous trouverez les cancers de poumon, vous trouverez les gens qui meurent de ce qu'on appelle le virus influenza, mais ça c'est plus pour les personnes âgées, quand ils attrapent ça et qu'il y a une complication, une autre maladie sous-jacente, déjà, ça devient grave. C'est comme ça qu'on insiste, on demande aux gens, maintenant c'est la période, prenez un vaccin de flou. Ça ne vous coûte rien, ça au contraire, ça vous protège. Ça vous protège. Et enfin, on va voir apparaître en 10e position la première maladie, ou la deuxième maladie infectieuse, c'est le Covid. Donc très loin, très loin nos maladies parasitaires infectieuses qu'on voit en Afrique et au Congo. Donc le cancer aujourd'hui est effectivement traitable, mais il faut s'y prendre à temps. Et vous avez, si ça commence à temps, ça vous donne une expérience de vie, ça vous prolonge la vie. Ça vous prolonge la vie, mais apparemment les cancers, il n'y a pas de signes. Parce que même s'il faut savoir avant, est-ce qu'il y a des signes précurseurs que quelqu'un peut dire que non, ces signes ici peuvent me permettre d'aller parler avec mon médecin, ou bien c'est comme ça simplement parce que j'ai appris qu'il y a de ces cancers qui sont malins. Alors, vous ne vous rendez pas compte, vous aviez dit vous-même ici, que vous vous rendez seulement compte que ça commence directement et c'est déjà un stade où on ne peut pas détecter tout. Est-ce qu'il y a un moyen ou bien il y a des signes qui précèdent le cancer que le malade peut tirer attention? Bon, c'est ça la problématique du cancer. Quand il commence au stade 1, 2, très souvent il n'y a pas de signes. Ils ont des signes physiques, quoi. Que la personne peut sentir que non, je commence à faire un cancer. Non, il n'y en a pas. Mais au niveau des examens biologiques, dans les examens de sang et les examens d'échographie, d'ultrason ou de radio, genre scanner et tout, ça, on peut commencer à voir des signes pendant que la personne ne sent rien. Parce que quand vous commencez à vous sentir il y a quelque chose de malade, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tout, par exemple, vous allez voir que sur votre peau, il y a un truc anormal ou il y a un gonflement anormal, il y a ceci, c'est que la maladie a déjà eu le temps d'évoluer. C'est comme ça que quelqu'un peut voyager, quitter le pays, venir ici avec un cancer qui au début ne sait rien, et après, quand ça va se déclarer, ce sera trop tard. Donc,
le cancer au début, il n'y a vraiment pas de signes anormaux dans la plupart. Ça évolue à bas bruit. C'est tout ça que c'est pourquoi nous insistons que les gens se fassent dépister, notamment ici aux États-Unis, pour les cancers qui sont dépistables par la voie de santé publique. Par la voie de santé publique. Il ne faut pas attendre. Quand vous allez commencer à vous plaindre, à avoir des signes, par exemple, prenons aussi un autre cas, c'est le cancer du poumon, qu'on voit fréquemment chez les personnes, les fumeurs, les gros fumeurs. Mais quand ils fument et qu'ils toussent, il va dire, oh, prenez la cigarette, je fume la cigarette et puis c'est normal pour, on peut dire comme ça, normal pour un fumeur. Mais peut-être, or la maladie peut déjà en train de commencer. Vous voyez, donc il n'y a pas de signe quand la maladie commence, il n'y en a pas. Il n'y a pas de signe quand la maladie commence. Vous nous suivez depuis Columbus, je crois. Vous êtes encore connectés. Maman Sarah Bilonda, je vous ai vu là. Maman Sarah et papa Billy, et plutôt papa André Congolo. Maman Sarah Bilonda Billy, parce que je lisais la Bible là-bas Billy. Et puis papa André Congolo. Si vous avez des questions de Columbus, ça nous fait la joie de vous voir connectés. Envoyez-nous vos questions. Envoyez-nous vos questions et nous sommes avec le docteur. Nous allons lui poser tout ce que vous avez comme préoccupation. En parlant des cancers, papa, en parlant des vieillissements, il y a les femmes qui se plaignent. Aujourd'hui, apparemment, les hommes travaillent trop. Est-ce que le travail affecte la vie conjugale en termes d'hommes? Est-ce que l'âge entraîne la vie conjugale en termes d'hommes? Ou bien c'est juste dans la pensée? Bien, ça c'est une question complexe. Une question complexe. En termes d'hommes. Oui, je veux essayer de réfléchir, on réfléchit tous. J'ai dit une question complexe. Le travail affecte la vie, les relations familiales ou les relations sexuelles ou tout ce que vous voulez. Moi je dis oui et non. Parce que on verra peut-être qu'il y a une différence entre le travail au Congo et le travail ici aux États-Unis. Ça affecte le travail affecte le couple sur deux aspects. L'aspect purement de la socialisation, c'est-à-dire que quoi? Les deux époux, les conjoints n'ont pas assez de temps de se mettre ensemble pour parler normalement, passer un temps joyeux ensemble, faire des sorties ensemble. Pourquoi? Parce que nous savons tous ici que les horaires de travail, le premier, le deuxième et le troisième shift, quand on est en couple généralement, surtout si on a un jeune couple avec des enfants en bas âge, donc on doit s'arranger à ce que l'un fasse un autre shift différent de l'autre conjoint pour que nous ayons, qu'il y ait une présence. Non, papa, là c'est le terme social. Parce que là, je voudrais parler avec un socialiste. Mais là, moi je vous pose vous en tant que médecin. Parce qu'aujourd'hui, l'autre fois je vous ai brossé un truc là. Oui. J'ai des gens qui se plaignent, qui disent que non, leur mari le prennent pour des lapins, excusez-moi de vous dire comme ça. Et ils disent que non, il y a de ces femmes qui envoient des maris à faire des formules compliquées. Il y a aussi de ces maris qui prennent eux-mêmes des formules compliquées. Ces formules compliquées, en fait, c'est là que je voudrais être en tant que médecin. Oui. Est-ce que ça a des effets? Est-ce que l'âge, ça affecte la virilité de l'homme? Ou bien c'est juste une pensée? Oui, bon, ok. Vous avez peut-être bien fait parce que j'avais dit deux aspects, donc on va laisser l'aspect socialisation. Peut-être vous trouverez un sociologue qui sera mieux. Et puis nous prenons l'aspect physique. L'aspect physique, il faut qu'on se le dise, pour qu'il y ait une relation amoureuse, notamment sexuellement bien remplie dans un couple. Excusez-nous s'il y a des enfants qui sont à côté. Ça demande que l'homme soit mentalement, pas seulement l'homme, mais la femme aussi, mentalement et physiquement fort. C'est-à-dire quoi? Physiquement.
tout ce travail, cet effort que vous allez fournir pour passer ce beau temps-là ensemble, ça demande du carburant. Quelqu'un qui vient de travailler, par exemple, des gens qui font par exemple de longs shifts de 12 heures, ils commencent à 19 heures jusqu'à 7 heures du matin. Il a travaillé, et ici quand on va au travail, nous savons tous, ce n'est pas pour aller dormir. On travaille sérieusement les 12 heures là, toute la nuit. Quand vous rentrez à la maison, vous pensez vraiment que cette personne a l'énergie nécessaire pour satisfaire son conjoint? Non. D'autant plus que quand il arrivera à la maison, s'ils ont des enfants, il ne va pas aller tout de suite au lit ou quoi, ou tout ce que vous voulez. Donc, il y a quelque part, ça affecte la vie conjugale. Ça, c'est parce qu'il n'a pas d'énergie. Et il n'a pas d'énergie, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, mais c'est parce que le travail l'a épuisé. C'est tout simplement logique, ça découle de soi. Mais malheureusement, le partenaire ou la partenaire en face, il y en a qui ne comprennent pas ça. Que la personne a dépensé toute son énergie pendant les 12 heures qu'il travaille. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver une incompréhension. Cette incompréhension, souvent dans la plupart des cas, les épouses reprochent à leur mari qu'ils vont voir ailleurs pendant ce temps. Alors que la personne vient du boulot. Et même s'il n'a pas fait 12 heures, même s'il a fait seulement le chiffre de 23 heures à 6 heures, 7 heures, c'est la période où on est vraiment censé bien dormir. Parce que partout, c'est un peu calme. Même si vous dormez 8 heures la journée, c'est toujours différent. C'est toujours différent de celui qui dort 8 heures de la nuit. C'est toujours différent. Donc ces incompréhensions-là vont amener à ce qu'on peut appeler des disputes qui vont affecter le mental, parce qu'il faut dire aussi qu'on ne peut pas être à l'aise avec son conjoint ou sa conjointe si on n'a pas le mental. Parce que prenez tout simplement un exemple. Quelqu'un, tu arrives du boulot, on t'apprend que tu as un parent qui est décédé. Tu ne savais peut-être même pas qu'il était malade. Et pendant ce temps, tu peux être physiquement en forme, mais tu es affecté mentalement. Et tu ne pourras pas faire quoi que ce soit. C'est tout à fait normal. Alors, pour revenir donc à cette incompréhension-là, ça pousse maintenant certaines personnes, notamment les hommes, à aller chercher des stimulants. Des stimulants, il y en a de toutes sortes. Il y en a de toutes sortes. Et il y a même ce que vous avez dit au début, des stimulants indigènes. Là, vraiment, je ne suis pas fort pour comprendre, dire ça. Non, je vais vous donner un exemple parce que l'autre fois... Oui, attendez que je termine un peu ce fil d'idée-là, et puis vous allez donner l'exemple. Donc, on va aller chercher à prendre des stimulants. Mais vous pouvez bien prendre les stimulants. Si votre mental n'y est pas, il n'y a rien à faire, ça ne va pas marcher. Vous pouvez prendre votre stimulant. Si vous êtes vraiment... Parce que le stimulant doit agir quelque part sur les réserves de votre organisme. Parce que dès que le stimulant agit, par exemple, sur les muscles pour fonctionner, ils ont besoin de sucre. D'énergie, sucre. Si vous n'en avez pas parce que vous étiez fatigué déjà pendant le boulot, il n'y a rien à faire, vous n'allez pas... Ou ça peut marcher pour une fraction de seconde, pour quelque temps, mais ce ne sera pas tous les jours. Vous voyez? Donc, les stimulants, il y en a comme des trucs. Peut-être que vous pouvez me donner un exemple et nous allons évoluer. Voilà, papa, peut-être que je vais vous donner un exemple. Avant de vous donner l'exemple, je vais juste poser... Plutôt, il y a une question qui me vient. Il y a des gens, par exemple, qui travaillent, qui boivent des Red Bull. Excusez-moi si je dois donner la marque comme ça. Qui boivent des energy drink pour les booster en énergie. Est-ce qu'il y a les effets secondaires parce que le corps travaille au-delà de ses capacités normales en médecine? Ça peut poser un problème plus tard, ou bien bon, les gens peuvent boire des energy drinks et aller au-delà de leur effort normalement, il n'y a pas de problème. Ça, c'est du côté physique.
Du côté, dernièrement, je suivais une vidéo que les gens ont partagée, ils étaient en train de s'encourager. Il y a de ces hommes qui prennent du coca. Ils prennent du café, café comme ça, café. Ils mélangent au coca, un peu de coca, ils mélangent. Et il y a des gens qui passent des vidéos là pour dire que, en tout cas, ça fonctionne, ils deviennent des latins. Je parle en termes de grandes personnes. Est-ce que aller au-delà de ces capacités corporelles qui devaient être déjà à l'époque, plutôt en son temps-là, qui devaient matcher l'âge, parce que le corps a beaucoup fonctionné, le moral n'est pas là, le mental est parti. Est-ce qu'il y a des conséquences en termes de médecine ou bien il n'y a pas? Bon, ce qu'il faut retenir, d'abord de l'exemple, coca et café, c'est de la caféine qui est dans ce que je peux appeler le principe actif de ces deux produits. Donc vous additionnez les effets de la caféine en prenant ce mélange-là. Vous allez avoir effectivement une sensation de bien-être pour un moment, comme j'ai dit. Mais pour combien de temps? Parce que Dieu a fait l'organisme, il faut qu'il y ait des moments de repos où on a ce qu'on appelle en physiologie, le métabolisme doit se rabaisser et venir à ce qu'on appelle le métabolisme de base. Par exemple, quand on dort, il y a beaucoup de systèmes qui ne sont pas en activité. Donc, on est maintenant à un métabolisme de base. Mais si vous prenez, vous exagérez donc les effets de ce genre de stimulants, que ce soit la marque que vous avez citée, que ce soit le café et le coca qui sont que dans la caféine, vous gardez une tension permanente au niveau de votre organisme. Donc, vous forcez votre organisme qui va travailler, parce que quand vous prenez ces stimulants, ils ne vont pas être localisés sur les faits que vous dites là, mais ils vont stimuler en permanence tous les muscles, le cerveau, partout, ce qui va vous amener à un moment donné, vous devez arriver à ce qu'on appelle la fatigue. Quand il y aura la fatigue, et si la fatigue s'installe, certains organismes vont avoir du mal à se relancer. Ils vont avoir du mal à se relancer. Pour prendre un exemple physiologique, les muscles que nous avons qui nous permettent de faire les efforts, surtout aux athlètes et tout, en médecine des sports, on nous recommande qu'il faut ce qu'on appelle l'échauffement. Il faut se réchauffer pour permettre à ce que le muscle gagne 4% de sa longueur normale. Ok. Et en ce moment-là, il peut maintenant se permettre de faire de grands gestes. C'est comme ça que vous voyez souvent des athlètes, et surtout ceux qui font, nous qui sommes les athlètes de dimanche, comme on appelle, on va au terrain, on ne s'échauffe pas. Dès que tu veux faire un gros effort, tu as un craquement, tu es hors jeu. Ou les grands sportifs de haut niveau, des professionnels, parce qu'ils font des efforts, trop d'efforts. Aujourd'hui, même en ce qui concerne le football professionnel en Europe, il y a des médecins, il y a des interrogations maintenant qui se posent par rapport à la durée de récupération. 15 minutes, il faut qu'on ajoute. On est en train d'ajouter, mais normalement, quand j'ai eu un séminaire sur la médecine de sport par le comité olympique, ils vous disent que la meilleure récupération, c'est entre 72 heures et plus. Ah bon? C'est-à-dire qu'après un match, il faut qu'il y ait au moins 72 heures de récupération. 48 heures, c'est déjà pas mal. Mais alors, si c'est trop, donc le muscle va être continuellement distendu. Et quand vous allez le solliciter, il va se craquer. Il va céder. C'est la même chose avec ces gens qui prennent ce genre de stimulants. Pour un début, peut-être vous pensez que c'est bon, mais parce que vous sollicitez à tout moment. Et les effets de la caféine ne partent pas après l'acte que vous avez fait, quand vous avez eu le plaisir que vous avez eu. Les effets peuvent durer 3, 4, 5 heures. Ok.
Donc, ça fait que, par exemple, si c'est la nuit, vous avez pris ça pendant à 19h, vous pouvez vous soulager, tout ça, mais vous aurez des effets jusqu'après minuit. Donc, vous n'allez pas bien dormir, et ainsi de suite. Et le lendemain, vous devez aller au travail. Vous voyez, là où les conséquences vont, par où ils sont en train d'entrer. Et vous répétez ça à tout moment, à tout moment, à tout moment. Conséquence, vous êtes en train de mettre votre corps à un malsain jeu. C'est pas tout à fait. Moi, je ne peux jamais conseiller ce genre de choses. Mais il y a aussi de Viagra. Il y a des Viagra. Le Viagra, c'est la même chose. Mais le Viagra, là encore, les gens en font un usage abusif parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des précautions qu'on doit prendre avant de prendre le Viagra. Ce n'est pas tout le monde qui peut prendre le Viagra. Parce que votre organisme, vous avez par exemple un problème de cœur que vous ignorez. On a déjà vu des grands footballeurs mourir au terrain. On dit qu'il y a un problème de cœur. Pourtant, c'est un footballeur, parce qu'on ne le sait pas. Alors, si vous avez ce genre de problème que vous ignorez et que vous apprenez le Viagra alors que c'est contre-indiqué chez vous, vous aurez un mauvais effet au risque de rester sur les lits ou dans la chambre d'hôtel. Comme on en voit souvent, on entend parler. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Donc, si vous devez conseiller les hommes qui nous suivent maintenant là, le papa qui nous suivent, donc ils acceptent leurs conditions sans chercher des criques, c'est ça? Non, ils peuvent chercher des criques, mais les criques c'est quoi? Ce n'est pas, il ne faut pas prendre un raccourci, parce que le problème c'est, il faut le résoudre dans la globalité. Cette affaire-là demande qu'on voit d'abord son problème mental. On est mentalement comment? Parce qu'on peut être affecté, parce que moi j'ai toujours appelé, et ce que j'ai expliqué à beaucoup de mes clients quand j'étais au pays, ce qu'on appelle le syndrome de l'échec. Vous savez, là où vous avez échoué, demain vous revenez, l'échec encore, le troisième jour, la partenaire, s'il s'agit de l'homme, va commencer à se plaindre et à vous mettre déjà sous pression. Et en ce moment-là, vous arriverez au quatrième, vous êtes déjà perdant par vous-même. Vous allez vous faire battre parce que vous êtes arrivé déjà en position de défaite. Il y a eu, par exemple, pour prendre un exemple terre à terre, à un moment donné à l'époque, si vous vous rappelez au pays, il y avait des équipes de foot, on disait par exemple Manzembe et Imana. Quelle que soit la forme de Manzembe, Imana va gagner. Oui. Vita et Imana, on va vous dire, quelle que soit la forme de Imana, Vita va gagner. Et ça fait comme ça des cycles. Mais c'est quoi? C'est tout simplement un problème de partir défaitiste dès le départ. Les gens le disent, on n'arrive pas, on n'arrivera pas. Vous partez. Et cet esprit défaitiste, le syndrome de la peur, c'est ça qui va faire devenir chez vous. Dans ce cas ici, vous n'êtes qu'à deux. Et dans un lieu clos, personne ne va intervenir pour vous. Si vous ne vous confiez pas, eh bien, vous allez maintenant faire toujours le rond-point. Le rond-point, vous arriverez échec, vous arriverez échec, vous arriverez échec. Et même si vous prenez les crics en question, là, ça ne marchera pas. Donc, il faut d'abord résoudre l'environnement. Il faut d'abord résoudre son mental. Deux, il faut résoudre l'environnement. Dans l'environnement, il faut voir le temps, quel est le meilleur temps. Le lieu, quel est le meilleur lieu. Est-ce qu'il y a des enfants à la maison, les chambres. Ici, on est aux États-Unis, il ne faut pas qu'on se voit la face. On a des maisons, il y en a qui ont des maisons qui n'ont pas beaucoup de chambres, on partage les chambres, et ainsi de suite. C'est l'environnement aussi qui compte. Et enfin, vous allez prendre le côté physique maintenant pour voir, est-ce que je travaille trop? 8 heures, 12 heures par jour ou quoi? Chaque jour, samedi, dimanche? Donc, si vous ne résolvez pas ces problèmes-là qui entourent, vous pouvez prendre toute forme de stimulant, de cric, comme vous dites que vous voulez. Ça sera comme un feu de paille. Ça peut prendre rapidement, mais ça ne dure pas.
alors que vous avez tout un long chemin à parcourir. Mais en attendant... Bon, j'ai une question de maman Billy Bilonda. Elle dit ceci. Maintenant, que faire pour maintenir la vie du couple naturellement? Bon, elle voulait dire la vie intime. Parce qu'elle a mis C avec bois de points, ça veut dire intime. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour maintenir cette vie intime de couple naturellement? Merci maman pour cette question. Je vois que vous nous suivez très bien. En tout cas, je vous encourage. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut que vous parliez, parce que vous êtes des partenaires. Cette histoire-là de vie du couple, ce n'est pas une personne. Ce n'est pas la femme seule, ce n'est pas l'homme seul. Il faut parler entre vous pour voir. Nous sommes ici aux États-Unis. Nous savons que le travail, c'est vraiment prioritaire. Alors, on fait quoi? Parce qu'on ne va pas vous dire, choisissez ne rien faire parce que vous devez... Non, à moins que vous soyez des retraités ou que vous ayez des moyens. Mais ce qui, en tout cas, n'arrive pas à tout le monde, à ce que je sache. La majorité d'entre nous, nous avons besoin d'aller au travail. Ici, la performance, ce n'est pas une performance quotidienne, non. Si pendant la semaine, on se met à fond à travailler et que le week-end, on a 1 ou 2 jours de libre, c'est en ce moment-là qu'il faut jouir, profiter de cette occasion, tout en examinant maintenant votre environnement, tout en examinant quel est le temps qui est propice, tout en voyant quelle alimentation va avec. Parce que mon mari ou ma femme, on a travaillé dur, on mange quoi? Quelle alimentation équilibrée? Il n'y en a pas qu'on doit vous conseiller ici. Mangez ce que vous avez l'habitude de manger. Faites-vous plaisir. Parce qu'à partir du moment où vous vous faites plaisir, les sexologues, moi je ne suis pas sexologue, mais je suis aussi des sexologues. Il y en a qui vont vous dire, comme dit un proverbe de chez nous au village là-bas, quand tu veux voyager demain, tu le prépares le soir, la veille. Tu sais que je vais partir, moi tu prépares, c'est la même chose. Si vous avez jugé bon que votre environnement, notamment le temps qui vous est favorable, c'est la nuit, mais commencez les préparatifs la journée. Ce n'était pas un cours de sexologie, moi, il y en a quoi de détails exaltés, je ne vais pas entrer là dans ces détails. Mais retenez ce proverbe-là, maman. Pour garder cette vie intime normalement, ici aux États-Unis notamment, vous deux, vous devez planifier. Il y a des gens qui peuvent dire non, on est performant tous les jours. Ok, tant mieux. Est-ce que vous connaissez leur âge? Ils sont quel âge? Peut-être qu'ils sont moins jeunes que vous. Peut-être qu'ils sont plus âgés. Peut-être. Vous planifiez entre vous. Vous dites non, on cherche les circonstances. Notre mental, on doit se mettre ensemble. On est une personne, on forme une personne, on a ça. Et ce n'est pas la quantité qui doit compter, c'est la qualité qui doit compter. C'est ça, c'est la qualité qui... Vous devez sortir de cette activité tout en étant heureux. C'est ça le but. On ne va pas aller chercher un trophée d'être comme un catcheur, un boxeur ou je ne sais pas moi. Non. Mais on en sort heureux. Parce que ce que nous oublions, on doit le savoir, les relations sexuelles, ça doit être le top 1 des activités qui arrangent le couple. Ça, vous allez lire beaucoup de livres et on vous le dira. Top 1 des activités qui arrangent le couple. Je crois qu'on va prendre un dernier chapitre. Papa, on ne va pas terminer aujourd'hui. On a parlé que de la performance par rapport au couple. On a parlé des cancers. Je vais chuter par une autre sorte de question que l'on me pose souvent, ou une question qu'on me pose souvent. Mais je crois que si le temps vous permettait, on peut venir encore, c'est pas moi le week-end ou la semaine prochaine, pour continuer. On verra, on doit trouver une disponibilité. Et puis on peut se retrouver partout, comme... Voilà. Bon, on va en discuter entre nous. Voilà, maintenant papa, il y a une question là, les gens, quand ils viennent du Congo, ils sont ici, il y a des fois des maladies qui les attrapent ici. Moi, je ne parle pas des malarias, qui peuvent aussi exister, mais il y a des gens qui font l'automédication. Quand quelqu'un vient du Congo et lui dit non, amène-moi des ampicillines, par exemple, je donne un exemple, amène-moi des quinines, amène-moi des ceci, parce qu'ici je ne sais pas acheter à cause des ordonnances, et puis ces médicaments-là ne sont pas ici. L'automédication et surtout les traitements liés au Congo, ça veut dire
le médicament ici, je vois que les Tylenol ne fonctionnent pas, ça c'est moi qui crois ça, ou peut-être les ibuprofènes ne fonctionnent pas, les médicaments à vente libre. Je fais venir des médicaments du Congo pour dire que mon corps est déjà habitué à ce médicament-là. Est-ce que la physiologie de l'homme, c'est sectoriel, c'est territorial, ou bien ça dépend de quel médicament? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a que les produits du Congo qui les guérissent. Oui, ça me fait un peu sourire. Non. Moi, en tant que professionnel dans ce domaine, bien sûr qu'il y a des pharmaciens qui sont plus professionnels que moi. La première chose que je dois dire d'abord, c'est que la qualité des médicaments qu'on vend ici. Par exemple, nous avons l'ibuprofène ici. Nous avons, pour ne prendre cet exemple-là, par rapport à ce qu'on prenait au Congo, ici, la qualité est là. Parce que c'est contrôlé, comme j'ai dit au début, nous avons le FDA, le Food and Drug Administration, des gens qui contrôlent, on fait sérieusement des contrôles. Donc la qualité de tous les médicaments ici, moi j'en vois que j'achète en vente libre ici, qui sont de grande qualité. Je ne veux pas citer les noms pour ne pas en faire la publicité. Par rapport à ceux que nous demandons qui arrivent du Congo, la qualité, on n'est pas très sûr, parce que les contrôles... Dernièrement, j'avais vu une vidéo à la frontière de Loufou, dans le Bas-Congo. On a arrêté de faux, je ne sais pas, ampicilline ou amoxicilline, je ne sais plus, qui n'était rien dedans que de la poudre blanche. Donc, vous voyez que là, moi, si vous me dites, prenez un produit qui vient du Congo dans ce sens-là, j'ai des doutes. Je préfère pas, j'ai des doutes. Ou alors, si je veux faire venir un produit du Congo, il faut que je demande à mes amis pharmaciens qui connaissent le médicament de me l'acheter à certaines officines qui sont vraiment, qui ont quand même une réputation et que les choses peuvent aller parce qu'ils peuvent être moins chers là-bas ou comme vous avez dit, il y a un problème d'ordonnance. Mais tout en sachant que l'automédication, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très bien conseillé. Et ça, ce n'est pas seulement par rapport à ici, mais même par rapport au pays. L'automédication, ce n'a jamais été une bonne chose. Si aujourd'hui, par exemple, ici, les Américains protègent leur ampicilline, parce qu'ils en ont. Oh, yeah? Ça, je ne savais pas. Ils en ont. L'ampicilline, le Bactrim, d'ailleurs, le Bactrim a même certains le même nom qu'au Congo. Le même nom parce que c'est universel comme ça. C'est par rapport, par exemple, à ce qu'on appelle la résistance aux microbes. Vous voyez? Il y a, à force de prendre ça à tort et à travers, vous créez, surtout si ce sont des antibiotiques, j'insiste, surtout si ce sont des antibiotiques, vous pouvez créer ce qu'on appelle la résistance à tel antibiotique. Donc, vous l'avez pris en sous-dose ou tout ce que vous... Le jour où vous irez à l'hôpital ici et qu'on veut bien vous le donner, ça ne va plus marcher. Heureusement qu'ici, aujourd'hui, comme j'ai dit pour la surveillance des cancers, il y a aussi la surveillance des médicaments. Il y a un test qu'on fait simple par la biologie moléculaire aujourd'hui, qui est très avancé, pour détecter en moins d'une heure si vous êtes résistant à un médicament qu'on appelle le groupe des ampicillines. Si vous êtes des staphylocoques qui sont résistants à la méticilline, parce que ce sont des produits très forts, mais il y a des gens qui, à force de l'avoir pris ici, peut-être même au Congo, ça doit être pire. Ces produits-là ne marchent pas chez eux, ils sont résistants. Donc, on va les tester, même si c'est lui qu'il faut donner, mais lui, ça ne marchera pas. Donc, moi, je ne conseille pas déjà l'automédication. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien que ce n'est pas facile d'attendre le week-end ou jour off, parce que le plaisir de rester avec son conjoint... Le plaisir de rester avec son conjoint peut subvenir à tout moment. Voilà.
Oui, mais j'ai bien dit, j'ai pas dit, ça c'était un exemple. J'ai dit qu'il faut que vous mettiez ensemble, vous analysiez les circonstances que vous pensez sont favorables. Parmi ces circonstances-là, il y a le temps et les lieux. Et le temps, il n'y a pas que le week-end. Le temps peut être en semaine, ça peut être la journée, ça peut être la nuit, ça peut être... parce que si vous pensez que c'est en ce moment-là que vous avez le plaisir, que vous avez préparé, vous vous êtes préparé, ça ne peut pas être seulement la nuit, ça peut être peut-être comme vous dites, c'est l'exemple que vous donnez, vous êtes off tous les deux en semaine. Pourquoi pas? On n'a pas dit, il n'y a nulle part où il se dit non, il faut seulement que ce soit en week-end. Mais c'est à vous de voir par rapport à vos horaires, parce que le travail physique que nous faisons ici ont comme conséquence l'épuisement de nos réserves de glucose et de la fatigue. C'est comme ça que il y a des gens qui se droguent et les employeurs ont compris, ils font des drug tests. Voyez? Donc on n'a pas dit qu'il faut attendre le week-end. Non, c'est pas ça. C'est par rapport à votre cas spécifique, à vous deux, l'homme et la femme. Vous êtes ici, vous analysez, vous trouvez, vous comprenez que voilà, là je suis fatigué parce que je viens de shift, je peux dormir, je vais me réveiller à telle heure. Vous aussi, ok, les enfants sont peut-être à l'école, mais si les enfants sont à la maison en ce moment-là, et surtout des enfants en bas âge, ça va vous empêcher d'être à l'aise. Donc je n'ai pas conseillé le week-end, non. C'est au cas par cas, selon votre disponibilité et au moment où vous vous sentez prêt, alors préparez la chose. Il n'est pas mal, par exemple, de dire, bon, j'ai mon schedule de cette semaine, je serai off le mercredi ou le jeudi. Toi, tu seras... donc, vous vous préparez déjà mentalement à vous rencontrer ce jour-là. Vous voyez? À ce moment-là, vous avez beaucoup de chances, vous mettez beaucoup de chances de votre côté pour que vous soyez dans une relation apaisée, à l'aise, et vous en sortirez satisfaits tous les deux. Parce qu'il faut éviter toujours de surprendre son conjoint, bien que parfois les surprises sont très conseillées. Très conseillées. C'est quelque chose qui est imprévu et ça peut marcher, ça marche aussi très bien, mais à condition que l'autre soit physiquement prêt. Physiquement prêt. Donc, c'est pas seulement le week-end, non. C'est pas ça qu'on a dit, je crois. C'est pas seulement le week-end, il faut éviter l'automédication, il faut vous faire consulter avant pour éviter les cancers. Ce sont les 3 grands sous-points que nous avons traités ce soir. Vous comprenez qu'il y a encore beaucoup d'autres questions. Il y a de ces femmes qui ont chaque mois, quand elle veut aller à sa féminité, elle doit se plaindre de dos, elle doit se prendre des bas-ventre, elle doit pleurer comme un enfant. Qu'est-ce qu'il faut pour arrêter ça? Il y a de ces maladies qui viennent comme ça. Il y a de ces maladies, par exemple, qui sont liées à la tension, l'hypertension, les maladies comme le diabète. Nous avons l'autre fois parlé de diabète. Il y a l'hypertension, il y a des cholestérols. Est-ce que, comparé au Congo, ici, le taux de ceux qui souffrent de montée de cholestérol, c'est plus que le Congo, c'est moins que le Congo? Qu'est-ce qui occasionne ça? Il y a des maladies liées à comment je voulais dire, il y a des maladies qui sont liées aux troubles des enfants, l'hypermobilité des enfants. Est-ce que ce sont les produits qu'on prend ici? Parce qu'il y a des gens qui disent, les enfants ici, c'est parce qu'on leur donne des produits X, Y, et c'est ce qui affecte même leur langage, où on voit les troubles de comportement liés à l'autisme, liés au retard de langage. Ça, ce sont des questions que nous nous posons chaque fois. Maman pasteur Delphine Djamano, maman pasteur, nous vous disons infiniment merci, ainsi que papa consolateur, merci de nous suivre. Ce sont des sujets que nous allons traiter prochainement. Il y a des hommes qui ont des maladies sexuellement transmissibles. Il y a des gens qui ont comment on appelle ça? Ce sont des microbes, on appelle ça quoi? Des infections, voilà.
Quels sont les signes? infections sont causées par des microbes. Voilà, causées par des microbes. Quels sont les signes d'infection? Est-ce que c'est quelqu'un qui se gratte beaucoup? Est-ce que quelqu'un qui a des difficultés à la miction devient douloureuse? Quels sont les signes qui peuvent vous montrer que vous êtes soumis à des maladies, à des infections, comme on appelle en général? Quels sont les signes? Quelles sont les précautions qu'une femme, qu'un homme peut prendre quand il utilise des toilettes publiques, ou même quand ils utilisent leurs toilettes, quand ils saluent les gens, pour l'hygiène personnelle, l'hygiène corporelle? Ça, ce sont des questions et ce sont des sujets que nous allons traiter très prochainement avec papa. Mais du moins pour aujourd'hui, moi je vais me mettre derrière la caméra. Non, je vais me mettre seulement ici. Je vais zoomer papa, je vais le laisser conclure pour que celui qui va nous suivre maintenant comprenne de quoi on a parlé et quel est le conseil qu'il nous donnerait à nous qui aimons utiliser des crics pour que nous soyons lapins. Quel est le conseil qu'il nous donnerait à nous qui ne voulons pas faire la colonoscopie, qui ne voulons pas faire la... Et la colonoscopie est quoi? Ça marche de deux. Endoscopie. Oui, bon, mais souvent, ce qu'on fait dans le cancer de sein, c'est la colonoscopie ou le... Endoscopie, hein? Non, pas l'endoscopie. On fait les examens de colon par radio. On vous fait avaler des produits d'abord et puis après, on vous fait des clichés, on voit comment ça passe. Voilà. Et parce que on était... tu me donnes une idée, quand on a parlé du cancer dans les traitements et consorts, aujourd'hui, ici aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la médecine nucléaire qui aussi aide à soigner certains types de cancers. Il faut faire la différence entre la radiothérapie, les radiations, et la médecine nucléaire. Ce sont deux domaines bien distincts, qui sont des méthodes qui sont maintenant... en fait, ça existait avant. Par exemple, en ce qui concerne la médecine nucléaire, ça existait, nous à l'époque, quand on faisait la médecine, il y avait ce qu'on appelle la scintigraphie. La scintigraphie, c'est-à-dire qu'on donnait un produit, on vous injecte ça par la veine, notamment l'iode. C'était surtout fait pour la thyroïde. Et on voit comment, entre-temps, on fait des images et on voit comment le produit avance, progresse pour enfin arriver à ça. Mais aujourd'hui, on a performé cette école-là. On a aujourd'hui ce qu'on appelle la médecine nucléaire qui utilise ce qu'on appelle les isotopes. Pour ceux qui ont fait la chimie, ils peuvent comprendre. Et pour donner juste une figure, parce que ce n'est pas le sujet du jour aussi, quand on voit une maison, tu peux la voir de l'extérieur, et puis tu t'arrêtes là. Mais on peut aussi aller à l'intérieur, voir, jusque dans les détails dans les chambres. Donc, les radiologies, les échographies, les scanners, tout ça, c'est comme quelqu'un qui voit la maison de l'extérieur. Et la médecine nucléaire va aller à l'intérieur. Donc plus précis encore. En ce moment-là, on n'a plus besoin de donner des radiations partout. Non. On va aller juste là où il faut et on traite, on se retire, sans qu'on appelle les méthodes non invasives. Donc sans qu'on puisse vous ouvrir ou faire que ça. Ce n'est que c'était une parenthèse. Alors si vous me donnez la parole maintenant pour conclure. Nous avions commencé par parler un peu plus des cancers. On a aujourd'hui plus insisté sur ça. Ce qu'on doit savoir, c'est que le cancer, la plupart des temps, il n'y a pas de cause. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs environnementaux qui sont reconnus comme facteurs favorisant des cancers. Des deux, les cancers aujourd'hui sont guérissables. En tout cas, mieux qu'avant. Il y a 40 ans, quand on avait les cancers, on pouvait dire non, c'est fini. On n'attend plus que... Mais aujourd'hui, on peut guérir du cancer avec tous les traitements qu'il y a. Mais pour bien être sûr de guérir de ce cancer, nous insistons sur la précocité de la prise en charge. Et la précocité de la prise en charge, c'est vous-même, la personne,
qui devait comprendre que non, je dois faire pour qu'on me dépiste la maladie à temps. Donc, et on a parlé de 3, 4, 5 formes de traitement qu'on a ici, dans ces pays où nous sommes. C'est un des gros avantages que nous avons d'avoir immigré ici, c'est la santé. N'oublions pas ça. Alors, nous sommes allés, on a effleuré un peu la question de maladie chez les adultes. Parce que la maladie arrive à toute étape de la vie. Donc il y a aussi des maladies de vieillissement. C'est à toute étape de la vie. Sans problème. Alors là, dans les maladies, on n'a pas abordé l'aspect des maladies héréditaires et les maladies acquises. Peut-être que ce sera une autre occasion. Donc c'est pour dire que on peut amener sa maladie du Congo, soit qu'elle est héréditaire, soit qu'on est arrivé à un âge où la maladie avait déjà commencé, mais on ne l'avait pas détectée là-bas. On vient la détecter ici. Ça peut être le diabète, l'hypertension, le cancer, tout ce que vous voulez. Ça peut être ça. Donc, il ne faut pas nécessairement s'inquiéter, quoi, si je peux le dire. Ou surtout pas chercher à aller dans des supputations, aller dans les voies que moi, en tout cas, en tant que médecin, on n'arrive pas à maîtriser. Donc, pour parler des gens qui croient aux sorciers ou à des choses comme ça. Alors, nous avions aussi abordé la question sur les gens qui prennent les stimulants pour arriver à améliorer leur quotidien dans leur relation de couple. Personnellement, je n'ai jamais été partisan de ce genre de pratique parce que je considère ça comme un dopage. Et moi, j'ai une déformation. J'ai été pendant presque 20 ans médecin du BC Onatra. Alors, dans la médecine des sports, le dopage, c'est interdit, donc je n'aime pas parler de dopage. Mais il y a moyen, comme on a répondu à la question de la maman qui nous a su depuis. D'ailleurs, elle a encore dit ceci: j'attends impatiemment le sujet de périodes douloureuses qu'on n'avait pas au pays, mais arrivé ici, c'est comme si on vit dans un autre monde. Et comment guérir de ça ou soigner ça naturellement? Merci, maman. On cherchera à préparer ce sujet-là. En parlant de ce sujet, je voulais aussi ajouter, papa, c'est parmi peut-être que je vous pose déjà des questions, des recherches. Il y a des femmes qui se plaignent, qui disent quand elles mettent au monde ici, il semblerait qu'on les pique, hein, on les pique une aiguille là pour diminuer des douleurs. J'ai vu 4, 5, 6 femmes qui disent que non, quand on les pique ça, j'ai vu sur les réseaux, les gens disent quand on les pique, et il y a beaucoup de gens qui ont témoigné, et elles arrivent maintenant à un moment, quand elles se tiennent longtemps debout, elles ont des douleurs de dos, elles ont la lombalgie, que ça arrive comme ça, impossible. C'est juste après la piqûre là de trucs. Bon, je voulais juste ouvrir une parenthèse. Ils font une piqûre au dos? Je ne sais pas, il semblerait c'est au dos, hein, je crois. Les dames, bon, vous allez nous dire c'est où. Il semblerait qu'on les pique. Juste, on va effleurer ça parce que le temps n'est plus avec nous. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle, des gens aiment l'accouchement sans douleur, on utilise ce qu'on appelle l'anesthésie péridurale. Péridurale. Une anesthésie péridurale qui va faire que la personne ne va pas avoir de douleur et s'accouche normalement. Alors, si on pique au dos, je m'imagine que ça peut être peut-être une ponction lombaire, parce que c'est souvent par cette voie-là qu'on fait aussi la péridurale. La ponction lombaire, même au pays, si vous la faites, surtout si c'est fait par des gens qui ne maîtrisent pas, vous pouvez avoir des douleurs comme conséquence par la suite. Et surtout, à l'époque, disons, un des conseils que nous disions aux gens que nous opérions au pays sous anesthésie, ça s'appelait l'arachie. Donc on vous pique l'anesthésie par la ponction lombaire ici. C'est de ne pas se lever trop tôt, parce que ça va vous amener à des maux de tête et ça peut vous amener à ce genre d'effets désagréables. Mais là, on abordera ça autrement, ou peut-être que maman pourra appeler et puis on se met à une communication en conférence avec vous et elle pour en parler. Mais aujourd'hui, on va... Mais je sais que ça existe, le péridural, c'est ça qu'on donne
moins au pays, mais ici, comme en Europe, beaucoup de femmes préfèrent la péridurale pour ne pas avoir ces épisodes de douleur, de contraction et ainsi de suite. Et je ne sais pas confirmer pourquoi ils ont des douleurs quand ils se relèvent ou quand ils ont après et tout. Ça, je ne saurais pas. N'oubliez pas aussi que ça peut être un cas isolé. Non, mais papa, les vidéos que je suis... Vous savez, quand je viens avec des questions comme ça, j'ai suivi, il y a même des dames qui appelaient pendant cette séance-là, quand les gens faisaient des directs. Elles appelaient pour dire, oui, c'est vrai, moi aussi. Et les effets qu'elles rencontrent, ce sont des effets qui matchent comme ça. Bon, je crois que ça sera des questions... Peut-être qu'on aura aussi des mamans. Si vous êtes passé par cette aiguille-là, on vous a par cette piqûre, et vous avez après commencé chaque fois à expérimenter des douleurs lombaires, il faudrait que vous puissiez, en ce jour-là, nous envoyer vos questions, ou bien, même en anonymat, parler de votre expérience aussi, après la piqûre-là, et quand on vous a même mis des trucs dans votre corps, ça vous a développé, vous avez pris du poids, on ne voudrait pas dire les termes en anglais ici qui énervent les gens. Voilà, aujourd'hui nous avons été avec le docteur Papa Camille Bo. Je dis bonjour et bonsoir à mon papa André Mundika, le mari de maman Sylvie Chirandi Mtumishi, qui a travaillé avec papa depuis l'ONATRA et qui nous suit en ce moment. Papa André Mundika, nous sommes très ravis de vous avoir. Compagnon de lutte. Voilà, maman Olga Senemo, papa Célestin Kaboy, je vous ai vu aussi connecté. Papa Balola, maman Christy Kimwani, vous nous suivez depuis très loin. Nous vous disons infiniment merci. Nous vous donnons rendez-vous la semaine ici, vers la fin, ou bien la semaine prochaine. Nous allons vous communiquer. Et si vous avez des questions privées, je salue mon ami Dr Mbo. Ça, c'est Papa André Mundika qui dit ça. Oui. J'ai une phrase, peut-être avant que vous coupiez. Yeah. C'est par rapport à la communication que vous avez faite hier sur les médecins en Illinois. Ah, ouais. Je voulais sincèrement vous remercier pour ça. Moi, Merci, je suis entré dans le site de ce département aujourd'hui. J'ai vu tout ce que tu avais publié. Et il reste ceux qui sont intéressés de se lancer, d'essayer. Ça vaut le coup d'essayer. Si ça ne prend, ça va. Si ça ne prend pas, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y aura certainement un problème d'équivalence des grades, comme vous avez dit. Il y a des organismes qui le font. Moi, j'ai eu à utiliser parce que quand je suis allé à l'université ici, comme on a dit, dans mon petit mineur, non pas major, ils avaient demandé mes cotes et tout ça, et ils travaillent comme ceci. Vous envoyez vous pouvez envoyer vos codes que vous avez, mais eux, ils doivent être en contact avec l'université. Et ils ne passent que par l'université. Et l'université fait tout ce que... Et puis l'université envoie directement chez eux. Et ils vont travailler. Quand ils vont finir, ils vont envoyer, pas chez vous, on va vous envoyer la copie, mais ils vont envoyer à l'organisme, probablement ici, ce sera au département de l'Illinois, département pour les finances et les régulations là. Et comme ça, vous avez la confirmation. Ça aide effectivement parce que j'ai eu à voir beaucoup de cours qui ont été supprimés. On les a considérés à l'université ici. Donc ça réduit quand même, ça marche. Si vous avez des difficultés, contactez-nous par l'entremise du président. On pourra s'entraider. Papa, nous vous disons merci pour cette grande connaissance que vous nous avez donnée gratuitement. C'est vrai que les questions ne s'arrêtent pas, il y en aura toujours. C'est vrai aussi que vous avez beaucoup de choses à faire, mais vous nous avez accordé votre temps. Nous vous disons infiniment merci. Merci aussi à maman Jackie, oui, qui a permis à ce que nous puissions aujourd'hui entrer dans la maison et violer l'espace ici, chez Papa Docteur. Nous vous disons aussi merci à vous qui nous avez donné de votre temps pour nous écouter. Le savoir, c'est complète. Peut-être que vous avez une notion ou vous avez un sujet qui cadre avec la médecine qui vous dérange. S'il vous plaît, proposez-nous. Nous viendrons chez Papa et il nous parlera. Merci beaucoup, Président, pour ces initiatives qui seront beaucoup bénéfiques pour la communauté. C'est nous qui vous remercions, Papa. Et je vais laisser le docteur conclure comme s'il faisait un serment d'Hippocrate.
Merci de nous avoir suivis. La santé, c'est vraiment un capital précieux. Moi, je n'ai pas le monopole de ce que de la santé. On essaye de lire. Tout ce que je sais, c'est que j'évite les réseaux sociaux. Comme j'ai dit ça l'autre fois, les réseaux sociaux, pour moi, ce n'est pas une littérature fiable pour ce qui concerne les questions de la santé. Il y a de la littérature fiable, il y a des sites internet fiables. Attention, à tous les sites internet ne sont pas fiables pour chercher plutôt les sites liés aux universités, comme Point Edu, des sites liés à des organisations. Par exemple, l'organisation qui s'occupe par exemple des diabétiques, vous trouvez ce .org, mais les autres sites, c'est .com et les autres là, tous ne sont pas fiables. Et évitez de faire la médecine de Google, comme j'appelle ça. Sinon, vous serez perdu. Parce que vous trouverez qu'ici, c'est à gauche, on dit ça, là à droite, on va dire. Donc, il y a des contradictions et des contradictions. Il faut faire attention à la médecine de Google. Ne croyez pas que tout ce que vous lisez là-bas, ah non, vous mettez ça chez vous. Ah non, moi c'est ça. Non, 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 non. Vous aurez plusieurs maladies et vous n'allez plus vous en sortir. Donc, laissez ça aux spécialistes. Et encore une fois, j'invite les confrères, les médecins qui sont ici en Illinois. Profitons de cette occasion qui nous est donnée, pour ceux qui peuvent se trouver le bonheur par cette voie-là. Vraiment, c'est bien. Merci et à la prochaine. Ciao. On n'avait pas coupé? Non, je ne sais pas comment couper.